Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer, je vais corriger tout de suite ce calcul du jour, puisque je pense que vous l'avez fini, puisque ça doit être complètement automatique pour vous maintenant. Donc on obtient moins 3x plus petit ou égal à 5, et ensuite on divise par moins 3, donc x plus grand ou égal, hein, on n'oublie pas de changer le sens, puisqu'on divise par un nombre négatif, donc à 5 sur moins 3 qu'on écrit plutôt moins 5 tiers. Hein, le moins, soit on le met devant, soit on le met en haut sur une fraction, c'est mieux. Et donc les solutions sont les x qui sont plus grands que moins 5 tiers. Donc notre ensemble solution, c'est donc tous les nombres qui sont plus grands que moins 5 tiers, donc c'est les nombres de moins 5 tiers qu'on inclut jusqu'à plus l'infini. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là sur les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Je vais quand même revenir sur la fin de l'exercice l'exercice que vous aviez à finir pour aujourd'hui, avec les variations de la fonction cube. Hop. Donc la question 3 là, de l'exercice 84, où il fallait faire la même chose que dans la question 2, sauf que cette fois-ci, euh, on avait a plus petit que b, mais on n'avait pas a et b positifs, mais on les prenait cette fois-ci négatifs. Donc je vais juste reprendre vite fait ce qu'on avait fait dans la question 2 et juste faire les changements dont on a besoin. Donc pour la question 3, donc on n'avait pas a et b positifs, mais on avait a et b négatifs. Ce qui fait que quand on compare le a carré et le b carré, cette fois-ci on n'a plus a carré plus petit que b carré, puisque ça c'était quand on avait une fonction carrée croissante sur 0 plus l'infini. Mais là on a une fonction décroissante sur moins l'infini 0 pour la fonction carrée. Donc ça va changer le sens de l'inégalité. Donc on obtiendra a au carré plus grand cette fois-ci que b carré. Et donc, alors comme on était parti de ça, ensuite de cette inégalité en la multipliant par a puis par b, et ben on obtient que en la multipliant par a, comme le a il est négatif cette fois-ci, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc de a carré plus grand que b carré, on obtient encore une fois a au cube plus petit que a fois b carré. Et même chose quand on multiplie par b, comme on multiplie par un nombre négatif là aussi, on retrouve le même sens dans l'inégalité que ce qu'on avait auparavant. Euh, et donc cette étape-là où on avait multiplié l'inégalité a plus petit que b par a carré des deux côtés, elle reste la même puisque le a au carré c'est forcément positif vu que c'est un nombre au carré. Donc on obtient encore une fois a au cube plus petit que a au carré fois b et plus petit que b au cube, exactement la même chose ici, et donc a au cube strictement plus petit que b au cube. Donc rien n'a changé pour la suite euh, pour, euh, pour la question 3. Donc finalement, dans tous les cas qu'on a étudiés ici, dans les trois cas qu'on a étudiés, donc le cas A négatif et B positif, le cas où les deux sont positifs et le cas où les deux sont négatifs, dans tous ces, dans tous ces cas, on a trouvé finalement que A au cube était plus petit que B au cube. Si c'est ça, Tansia, il y a bien du cube à l'arrivée. Hein. Euh, mais pour arriver à ce cube, ben, on ne peut pas le mettre directement, on est obligé de faire tout le détail. Donc comme on a forcément euh, a au cube plus petit que b au cube quand on prend a plus petit que b, ben, on en déduit pour la question 4 que la fonction f, donc la fonction cube, elle est strictement croissante sur grand R, donc de moins l'infini à plus l'infini, elle est strictement croissante partout. Ce qui était bien le résultat du cours. Ça va, il n'y avait pas eu trop de soucis à réadapter cette question 2 pour faire la question 3. N'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des questions. Euh, alors,
La suite des démonstrations du cours, il ne nous restait plus que la fonction racine carrée. Ok, d'accord, Rachel. Alors, la fonction racine carrée, euh, je vais la retracer sur GeoGebra. Normalement, vous l'avez apprise par cœur et vous savez exactement à quoi elle ressemble. Mais donc, la fonction racine carrée, elle nous fait quelque chose comme ça. Donc, définie, je vous le rappelle, que sur 0 plus l'infini, puisqu'on ne peut pas faire la racine de moins 2 par exemple. Donc, on n'a pas de courbe sur la partie des nombres négatifs. Et cette courbe correspond à notre parabole de la fonction carrée, mais on a une symétrie là pour faire la fonction réciproque. Euh, alors on peut voir graphiquement sans trop de problème que la fonction est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est ce qui est résumé dans le tableau de variation de votre cours. Et donc on va faire l'exercice 41 page 288 pour démontrer ce résultat. Donc on note f la fonction racine carrée. Alors ici, comme on veut montrer qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on prend deux nombres a et b avec a plus petit que b, mais tous les deux dans 0 plus l'infini, donc positif. Question 1, justifier que racine de b plus racine de a est un nombre strictement positif. Alors il n'y a pas grand chose à dire ici. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que racine de b plus racine de a est un nombre strictement positif? Voilà, la racine d'un nombre positif est positive. Ok, donc comme on prend a et b positifs, on sait que racine de a et racine de b, a priori, ça va être positif. Et donc quand on les additionne, ça va donner un nombre positif aussi. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est strictement? Parce qu'a priori, positif, ça veut dire plus grand ou égal à 0. Oui, Ghislain? Non? Si quelqu'un peut nous le dire peut-être au micro, plus que sur le chat, parce que ce serait un peu plus simple à expliquer en parlant qu'en écrivant. Non? Alors, on a pris a positif ou nul, donc forcément racine de a, c'est positif ou nul. Mais le truc, c'est que le b, il est strictement plus grand que le a. Donc on a b qui est strictement positif, lui. Il peut pas être nul, le b, puisqu'on le prend strictement plus grand que le a. Donc racine de b, c'est strictement positif. Et donc quand on fait la somme d'un nombre positif ou nul et d'un nombre strictement positif, on ne peut pas avoir 0, on est obligé d'avoir un nombre strictement positif. Bon, c'était pas
Il n'y avait pas grand-chose à expliquer finalement dans cette question, mais c'est vrai que si on fait pas ce petit... Enfin, il y avait juste ça à expliquer, mais c'est pas facile d'y penser. Euh, alors, question 2. Alors, c'est la question la plus compliquée de l'exercice là, puisque c'est là qu'est l'aspect technique de la question. Donc, montrer que f de b moins f de a est égal à b moins a sur racine de b plus racine de a. Je vais vous laisser 2 minutes là pour y réfléchir avant de corriger. Donc essayez de voir pourquoi f de b moins f de a c'est égal à b moins a sur racine de b plus racine de a. Déjà, j'espère que tout le monde a vu que f de b et f de a, en fait, c'est racine de b et racine de a, déjà. Donc notre f de b moins f de a, c'est racine de b moins racine de a. Mais alors, comment ça se fait qu'on peut dire que c'est égal à b moins a sur racine de b plus racine de a? Il y a une petite astuce là. Enfin, il y a un truc qu'il faut reconnaître ici. Alors, est-ce que quelqu'un saurait mieux m'expliquer pourquoi on a cette égalité, ou est-ce qu'il faut que je fasse... enfin, est-ce qu'il faut que je donne la réponse? Bon, comme personne se manifeste, je suppose que vous n'avez pas trouvé, donc je vais vous indiquer d'où ça vient. En fait, ce b-a, euh, on peut l'écrire autrement. Si on veut faire apparaître des racines, bah, le nombre b, c'est racine de b au carré. Et le nombre a, bah, c'est racine de a au carré. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ici dans racine de b au carré moins racine de a au carré? Comment ça s'appelle ce truc-là? Un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Voilà, très bien. Une identité remarquable. Ok, parfait. Et donc cette identité remarquable, bah, c'est donc a carré moins b carré égale donc a moins b facteur de a plus b. Et là, si on l'applique, donc alors notre petit a ici, c'est le racine de b, et le petit b, bah, c'est le racine de a. Donc, si on applique l'identité remarquable, on voit que b moins a, bah, ça va être égal à donc, racine de b
moins racine de A fois racine de B plus racine de A. Est-ce que déjà c'est ok pour tout le monde pour ça là? Pour ce B moins A égale à racine de B moins racine de A fois racine de B plus racine de A. Ça va sur l'identité remarquable là? Ok. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un tout petit truc à faire, c'est de faire passer ce racine de B plus racine de A de l'autre côté. On sait qu'on peut le faire avec une division, et si on le fait avec une division, on obtient, donc de ce côté il reste plus que racine de B moins racine de A comme on le voulait, et on voit que c'est égal à B moins A divisé par racine de B plus racine de A. Donc on a bien l'égalité qu'il fallait démontrer ici. Voilà. Plus. Donc voilà pour cette question. Donc bon, c'est notre f de b moins f de a ici. D'ailleurs, on a bien le droit de diviser par racine de b plus racine de a, puisque c'est différent de 0. Faites toujours attention à ça. Quand on fait une division, il faut quand même s'assurer qu'on n'est pas en train de diviser par 0. Mais comme là, racine de b plus racine de a, on a démontré que c'était strictement positif, là, il n'y a pas de souci, on sait que ce ne sera pas égal à 0, donc on peut diviser. Alors, en utilisant ça, donc question 3, on veut étudier le signe de f de b moins f de a. Bon, je l'aurais écrit vite fait quand même. On a vu que c'était b moins a sur racine de b plus racine de a. Alors, c'est quoi le signe de ça? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc là, on a un quotient. Donc les règles sur le quotient, c'est on regarde le signe de ce qu'il y a en haut, le signe de ce qu'il y a en bas. Par exemple, si on a quelque chose de positif en haut et quelque chose de négatif en bas, ça fait un nombre négatif au final. Un nombre positif divisé par un nombre négatif. Mais donc là, on décompose les deux. Alors, racine de b plus racine de a, on a vu que c'était positif. Et alors, b moins a, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est positif ou c'est négatif? Voilà, c'est positif. Hein. Ça, on le sait puisque on a pris A plus petit que B. Donc quand on fait le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit, on obtient toujours un nombre positif. Donc finalement, on a un nombre positif divisé par un nombre positif. Bon, je vous fais pas... je vous fais pas me donner la solution. Hein. Clairement, on obtient un nombre positif. Donc notre f de b moins f de a, il est strictement positif. Thomas, ouais, j'y peux rien hein, si ça fait que te déconnecter. Je pourrais pas régler le problème parce que c'est pas moi qui m'occupe des serveurs. Ah, il est déconnecté. Voilà, donc on a vu que f de b moins f de a c'était strictement positif. Donc qu'est-ce qu'on en conclut sur le sens de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini? Donc nous on a pris un nombre petit a et un nombre petit b, tous les deux positifs, et on a regardé f de b moins f de a, on a vu que c'était positif, donc voilà, on obtient une fonction f strictement croissante, puisque f de b moins f de a positif, ça veut dire que f de b, il est plus grand que f de a. Si on passe le moins f de a de l'autre côté, ça nous donne f de b plus grand que f de a.
Donc les images sont dans le même sens que les antécédents là. On avait a plus petit que b et donc f de a plus petit que f de b, ça les a laissés dans le même sens. Donc on a une fonction croissante d'après la définition. Donc strictement croissante. Et on précise l'intervalle quand même. Donc sur 0 plus l'infini. Voilà. Bon, j'espère que c'est... enfin, que vous avez un petit peu compris là comment ça se démontrait qu'une fonction était croissante ou décroissante, là, avec notre nombre petit a plus petit que petit b à chaque fois dans le bon intervalle. Donc on en a fait déjà beaucoup là finalement avec les démonstrations du cours, donc on va pas, enfin je vais pas vous faire chercher ça sur beaucoup d'exercices, parce que je pense qu'on en a fait assez. Donc on va passer à la suite avec l'activité suivante sur la feuille de route. Alors je sais plus la combien c'est, ça doit être la 4 sans doute. Ah non, activité 3, pardon. Ah oui, puis pour l'activité 3, en fait, on va prendre l'activité de votre manuel. Donc en fait, c'est l'activité 4, page 249. Donc c'est l'activité 3 de la feuille de route. Feuille de route 4, activité 3. Donc 4, page 249. Ah, bah je l'ai pas. Bon, vous avez votre manuel. J'essaye de faire une capture d'écran vite fait de la page.
Alors, on considère un carré ABCD de côté 3 et un point mobile M sur le segment AD. Donc, il faut imaginer que le point M il va bouger là entre A et D. On construit alors le point E sur le segment CD et G sur le segment CB, de sorte que DE est égal à DM, donc on a un carré ici, est égal à CG, donc ici on a un rectangle. Et enfin, le point F donc, est tel que DMFE soit un carré. On souhaite déterminer les positions du point M pour lesquelles l'aire du rectangle ECG en vert est supérieure à celle du triangle ABM. Ah oui, je voulais vous... Ouais, sauf que j'ai pas dû la faire à l'avance, la figure sur GeoGebra. Donc je voulais qu'on regarde ça sur GeoGebra vite fait, mais je vais faire la figure pendant ce temps-là, donc, et ça nous permettra de conjecturer le, la réponse. Mais pendant ce temps-là, donc réfléchissez à la question 2. Donc on prend x égale à dm. Donc la variable x peut ainsi varier dans l'intervalle i égale à 0, 3. Hein, on fait balader le m entre d et a, sachant que la longueur du côté c'est 3. Donc le x il va se balader entre 0 et 3. Justifier que l'aire f du rectangle ECGF et celle de G et celle GX du triangle AMB sont respectivement égales à donc f de x égale à moins x au carré plus 3x et g de x égale à 4,5 moins 1,5x. Donc je vous laisse chercher ça et pendant ce temps-là, je fais la figure sur GeoGebra.
Alors 1B, vous laissez pour l'instant la question 1. Je suis en train de faire la figure sur GeoGebra pour pas que vous ayez à la... Enfin, vous pouvez pas trop la faire, je pense, chez vous. Enfin, si vous pourriez, mais je pourrais pas voir de toute façon. On a dit qu'on faisait directement la question 2, hein. Vous vous occupez pas de la question 1 pour l'instant. J'ai bientôt fini la figure. Voilà, alors. Hop. Donc là, sur ma figure, vous avez... Donc vous avez le grand carré qui fait 3 de côté. Donc ici, sur ma figure, là, c'est la variable j ici qui fait office de distance dm. Donc c'est le petit j qui correspond au x de l'exercice. Donc là, par exemple, sur ma figure, j'ai j égale à 0,74. Et donc ça me donne une aire euh, pour le, pour le rectangle vert là, une aire de 1,67 et pour le triangle, une aire de 3,39. Donc là, on a une aire plus petite pour le rectangle et plus grande pour le triangle, sachant que dans l'exercice, on veut trouver les valeurs de x, donc les valeurs de dm, qui vont nous donner une, euh, une aire du rectangle plus grande que l'aire du triangle. Donc a priori, ce 1, pour J, hop, ce 0,74 pardon pour J, 0,74 ça marche pas. Mais donc enfin on va bouger là la distance dm, on va l'augmenter ou la diminuer, on va la faire varier. Donc évidemment ça va modifier notre figure puisqu'il faut que ça reste un carré et il faut qu'on garde les différentes perpendiculaires au bon endroit. Euh, alors, pour les valeurs à partir desquelles on a un rectangle qui a une aire plus grande que le triangle, bon, a priori, si on a notre point M proche du point D, donc une valeur de x vraiment faible, a priori, on a un rectangle qui est tout petit, alors que le triangle prend la moitié du carré, donc ça va pas marcher. Par contre, si j'augmente, donc regardez bien là à chaque fois la valeur Q2 qui correspond au rectangle et la valeur T1 ici qui correspond au triangle. Donc là on est à 1,91 et 3,13 et si j'augmente donc 2,1. Alors là, donc là je suis à 2,25 pour le, le carré, enfin le rectangle pardon, et 2,35 pour le triangle, donc on s'en approche. Et on voit que là on est passé à 2,25 toujours pour le rectangle, mais qu'on est à 2,23 pour le triangle. Donc quand on prend j égale à 1,51 ici, ça devient, ça devient bon. Bon, a priori, ça doit être autour du 1,5, hein, j'ai l'impression, que se fait le changement entre euh, l'aire du rectangle plus grande ou plus petite que l'aire du triangle. Et on voit après que quand on continue, eh ben, on a une aire enfin, l'aire
du rectangle, elle reste a priori plus grande que l'aire du triangle, parce que là par exemple on est à 0,62 pour le rectangle et 0,34 pour le triangle. Donc on va essayer de montrer, enfin on va essayer de voir si oui ou non le changement se fait bien au niveau du x égale à 1,5 là pour notre valeur de x. Bon, j'espère que vous avez bien avancé sur la question 2. Alors pour la question 1a déjà on peut dire non, c'est la question 1b plutôt. Donc on a donc l'aire de EFGC qui devient plus grande que l'aire de ABM pour x plus grand que 1,5 a priori. Bon, ça c'est juste une conjecture, hein. On ne demande pas de démonstration, on demande juste de faire une hypothèse. Mais donc dans la question 2, on note x, la longueur dm. Alors il fallait montrer que f de x c'était moins x au carré plus 3x. Alors sachant qu'on a un rectangle ici, donc il suffit de faire longueur fois largeur. Cette dimension là, on sait que ça vaut x, donc on sait que notre rectangle ici, ça vaut x en largeur. Bon, évidemment, quand on bouge le x, c'est pas forcément la largeur et la longueur, mais en tout cas, c'est cette dimension-là. Et celle-ci, combien elle vaut? La distance EC en fonction de x, c'est égal à quoi? Donc ça, c'est pour f de x. Donc on sait que c'est EC fois CG. Donc on sait que CG, ça mesure x. Alors EC, ça mesure combien? On l'a déjà fait plein de fois ce genre de truc, hein, où on avait une longueur comme ça à exprimer en fonction du x. Depuis le début de l'année, vous avez dû le faire au moins 10 fois. Alors, qui peut me dire? Personne voit comment on peut exprimer la longueur EC en fonction de x? Bon, la longueur DC, ça mesure combien? Non, pas x au carré, non. La longueur DC, ça mesure combien? 3, ok. La longueur DE, ça mesure combien? X. Et donc, la longueur EC, ça va être... Non, pas 3 fois x. Bon, Tantial a dit, ce sera 3 moins x. Hein, si on prend par exemple x égale à 1 ici, on a bien la longueur EC qui va être 2. Donc c'est 2 moins 1, c'est 3 moins 1. On fait la différence à chaque fois. Et ça, faut pas oublier, hein, ce genre de petit truc. On l'a déjà fait plein de fois, hein.
Donc la longueur EC, ce sera 3 moins x. Donc évidemment, on obtient bien moins x au carré plus 3x en développant, parce que là ça nous fait 3x, et moins x fois x, ça nous fait bien le moins x au carré. Donc ça c'est bon pour la fonction f. Maintenant la fonction g, donc qui correspond à l'aire du triangle AMB. Donc R d'un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2. C'est la même chose, j'espère que c'est su par cœur. Alors la base, ça mesure combien? Je viens de l'expliquer Lucas, comment on connaît EC. C'est le 3 moins x ici. Alors la base, voilà, si on se dit que c'est la longueur AB, ça vaut 3, et la hauteur, donc la base ici, hop, c'est 3, et la hauteur qu'on a ici, la longueur AM, voilà, 3 moins x encore une fois, puisque la longueur AD mesure 3 et qu'on enlève la longueur DM qui fait x, donc ça nous donne 3 moins x. Sans oublier de mettre des parenthèses, sinon on ne fait pas la multiplication comme il faut. Donc le tout divisé par 2, on distribue et on divise par 2, donc ça nous fait 3 fois 3, 9, moins 3 fois x. Et quand on divise par 2, ça nous fait donc 9 divisé par 2, 4,5. Et ensuite moins 3 divisé par 2, donc moins 1,5 fois x. Et on a bien la fonction qu'on vous donnait dans l'énoncé. Alors, à l'aide de la calculatrice, représenter graphiquement les fonctions f et g et émettre alors une conjecture quant au problème posé. Donc, je vous laisse utiliser le menu graphe de votre calculatrice pour les tracer rapidement, ces deux fonctions, sachant qu'ici on s'intéresse à l'intervalle 0,3. Donc dans VWindow sur votre Casio ou dans Fenêtre sur votre TI, vous pouvez préciser que le X vous le voulez entre 0 et 3. Et pour l'air, bon, vous pouvez prendre 0,5 par exemple, puisqu'on avait des aires comprises entre 0 et 4,5. Donc je trace ça sur GeoGebra en même temps. Donc moins x au carré plus 3x. Donc voilà pour les variations du rectangle vert. Et pour le triangle, donc 4,5 moins 1,5x. Voilà pour notre rectangle, notre triangle orange. Bon, alors d'après le graphique, j'espère que vous avez quelque chose de ressemblant sur votre calculatrice. D'après le graphique, est-ce que ça valide bien ce qu'on a dit voilà, ça valide, hein, puisque on a bien à partir de 0 jusqu'à 1,5, c'est la courbe verte et sous la droite orange là. Donc vous avez une aire plus petite pour le rectangle que pour le triangle. Et donc ensuite,
à partir de 1,5, la courbe en vert passe au-dessus, donc on a une aire plus grande pour le rectangle que pour le triangle. Oui, bah, si vous avez des erreurs, c'est que vos paramètres sont pas comme il faut, mais je pourrais pas trouver l'erreur là maintenant. Et puis je peux pas afficher la calculatrice là, donc tant pis, je peux pas vous dire. Donc voilà pour la question B. Bon, je remets pas, hein, enfin je remets pas la réponse, c'est la même réponse que pour la question 1B. Alors, sauf que là, ça reste une lecture graphique et on n'a pas vraiment démontré que c'était au niveau du 1,5 là qu'on avait le changement. Si ça se trouve, c'est 1,49 et on le voit pas. Donc, on va faire une étude algébrique de nos deux fonctions. Alors, question 3a, justifier que la résolution du problème étudié revient à déterminer les valeurs de x dans l'intervalle 0,3 qui vérifie x moins 1,5 fois 3 moins x plus grand ou égal à 0. Alors, vous avez une petite aide pour la question 3a. Et on vous dit, on utilisera le fait que f de x plus grand que g de x équivaut à f de x moins g de x plus grand que 0. Puisque donc c'est le problème qu'on cherche à résoudre ici, hein. On cherche les valeurs de x pour lesquelles on a f de x plus grand que g de x. On cherche à résoudre cette équation, puisqu'on veut l'aire du rectangle plus grande que l'aire du triangle. Et donc si on passe le g de x de l'autre côté, ça nous donne bien f de x, hop, f de x moins g de x strictement plus grand que 0. Et donc ce f de x moins g de x, bah, essayez de me montrer que c'est égal à x moins 1,5 fois 3 moins x. Bon, je vous laisse 2 minutes là pour voir ça. Ça vient de corriger. Alors ce f de x moins g de x, déjà si on remplace, donc f de x c'est moins x au carré plus 3x. Et notre g de x, donc c'est 4,5 moins 1,5x. Mais attention, si on veut enlever ce g de x, comme il y a un moins devant, on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Donc on peut changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Donc moins x au carré plus 3x moins 4,5 plus 1,5x.
Et donc là, si on veut montrer qu'on va bien retomber sur x moins 1,5 fois 3 moins x, le plus simple, c'est de partir de cette forme factorisée là et de la développer pour bien voir qu'on retombe sur la même chose. Hop. Donc, si je prends x moins 1,5 fois 3 moins x, x moins, c'était quoi? X moins 1,5 fois 3 moins x. Donc je développe ça, donc double distributivité. Donc x fois 3, donc 3x, plus x fois moins x, donc moins x au carré. Et ensuite, moins 1,5 fois 3, donc ça nous fait moins 4,5. Et ensuite, moins 1,5 fois moins x, qui nous fait plus 1,5x. On voit bien qu'on a la même chose ici et ici. Il y a juste l'ordre qui change. Alors, des fois, il y a des exercices où vous ne tomberez pas sur quelque chose qui ressemble directement. Il faut faire une réduction pour mieux le voir. Mais là, clairement, on n'a même pas besoin. Donc, on a bien que f de x moins g de x plus grand que 0, c'est bien équivalent à x moins 1,5 fois 3 moins x plus grand que 0. On a bien l'égalité. Donc f de x plus grand que g de x, c'est bien équivalent à x moins 1,5 fois 3 moins x plus grand que 0. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ok. Alors donc nous, maintenant, c'est cette inéquation-là qu'il va falloir qu'on résolve finalement. Donc on cherche quand est-ce que ça c'est positif. Alors pour ça on vous dit d'étudier à l'aide d'un tableau de signes le signe du produit ici. Alors vous savez pas encore ce que c'est qu'un tableau de signes, mais je vais vous... Enfin on va le faire ensemble. Puisque là on a un produit. On cherche quand est-ce que c'est positif. Sauf que quand on a un nombre fois un autre nombre, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour avoir un nombre positif au final? Qu'est-ce qui peut donner un nombre positif quand on fait une multiplication entre deux nombres? Voilà. La première chose, ce serait que les deux nombres soient positifs. Ça donnerait bien un nombre positif au final. Négatif et négatif, ça donnerait aussi un nombre positif, effectivement. Et est-ce que c'est les seules solutions? Vous verrez que c'est très simple à faire les tableaux de signes après. Enfin, ça va. Bon, donc ça, c'est les deux possibilités qu'on a. Alors, pour résumer ça, on va donc on va utiliser un tableau de signes puisque ce sera beaucoup plus visuel pour avoir le signe de nos des deux morceaux là. Et après on appliquera les règles. Si on a du positif et du positif, ça veut dire qu'au final c'est positif. Et si on a du négatif et du négatif, au final c'est que le nombre est négatif. Et par contre les endroits, les nombres x pour lesquels on a par exemple ici positif et ici négatif, là ça marche pas. Et à l'inverse, si là c'est négatif et que là c'est positif, ça marche pas non plus. Alors comme il est l'heure, on fera ça la prochaine fois. Pour la prochaine fois, je vous donne des exercices qui sont sur les variations et pas sur le signe, donc vous n'avez pas besoin de ce qu'on a vu là pour les faire. Donc pour la prochaine fois, exercice 62, page 290.
Donc avant la prochaine fois, hein, reprenez bien hein, cette activité avant la séance si jamais vous n'avez pas tout compris. Donc 67-68 page 291 et 81 page 292. À m'envoyer toujours, donc à prendre en photo et à déposer sur la boîte Dropbox. Voilà, au revoir et bonne journée.